Action! J'ai eu la chance d'avoir des parents bien branchés. Une mère amoureuse de la nature et adepte de la médecine chinoise, et un père judoka de haut niveau, un homme assez déterminé, sage et mesuré. Deux chercheurs sincères qui ont su dès ma prime enfance m'intéresser aux bases de la méditation et de l'observation des pensées, avant que je prenne le relais vers l'âge de 12-13 ans avec le contenu de leur bibliothèque. Dès la fin des années 90, j'ai beaucoup apprécié le travail de Neale Donald Walsch, qui a su mettre des mots simples sur le principe d'unité. Pour le reste, Ramana Maharshi est à mes yeux celui qui se rapproche le plus simplement de la vérité. Franz Bardon nous a légué des grimoires puissants pour l'étude des sciences antiques magiques. Samael Aun Weor, bien qu'un peu décrié, nous a transmis de précieuses clés. Maître Philippe de Lyon, qui nous a rappelé la valeur de l'humilité, sans oublier les grands penseurs comme Platon, Chuang Tzu, Goethe ou De Vinci. C'est une histoire un peu cocasse. Quand j'étais petit, vers 6-7 ans, j'étais terrifié par l'insecte nommé tique. J'en avais vu plusieurs fois sur mes chiens, et le jour où j'ai appris que les humains aussi pouvaient en attraper, j'ai eu besoin de canaliser ma peur en me convainquant que tant que je ne prononcerais pas le mot tique en entier, je ne risquerais pas d'y être confronté. Les années ont passé et j'ai pris soin, chaque fois que je devais évoquer le nom de cet insecte, de dire « Vous savez, ce truc répugnant qui pompe le sang, un petit... comment déjà ?» Ça me rassurait. Et comme malgré mes nombreuses balades dans les bois, je n'en ai jamais attrapé, eh bien j'ai continué. Puis c'est vers l'âge de 10 ans, je suis parti en randonnée avec les scouts, et un soir, après une longue marche, nous avons planté la tente dans un champ de hautes herbes. Sachant pertinemment que c'est le terrain privilégié de ces bestioles, j'ai spontanément exprimé mon inquiétude en murmurant « Oula, il doit y avoir un paquet de tiques ici », sans m'apercevoir sur l'instant que j'avais prononcé le mot interdit. Le lendemain matin, sur 20 personnes, j'étais le seul à avoir attrapé une tique, juste sur le cœur, ici. Je me suis alors rappelé que j'avais dit le mot la veille, et en ai tiré la conclusion que mon esprit pouvait influencer les événements, du moins ceux me concernant. À partir de ce jour, j'ai pratiqué ce qu'on nomme aujourd'hui la loi d'attraction ou de manifestation, ce qui est simplement le fait de concentrer son énergie avec détermination et visualisation. Et je n'ai jamais arrêté depuis. Après plusieurs années à fortifier ma concentration, je me suis lancé à 21 ans dans un vœu de silence qui a duré 18 mois. Je voulais me prouver que la paix mentale, ce terreau utile à toute création, pouvait s'acquérir plus facilement en mettant un terme aux interactions sociales. Et en effet, très rapidement, je me suis débarrassé d'un paquet de pensées relatives aux autres. Un tel m'a dit ça, j'aurais pu répondre cela, etc. Ce qui en fait déjà pas mal en moins. Malheureusement, faire un vœu de silence à peine sorti de l'adolescence, ça reste compliqué, à plus d'un titre. Et comme je n'arrivais pas à faire le vide aussi bien que je l'aurais souhaité, j'ai décidé de rentabiliser cette retraite à étudier les sciences antiques, et la magie hermétique en particulier. Quand on parle de magie dans l'esprit des gens, on pense soit à la prestidigitation, qui pour moi n'a aucun intérêt, car ce n'est que de l'illusion, soit à la sorcellerie, qui n'a absolument rien à voir. En magie, on ne mélange pas d'herbes, on ne prépare pas d'onguents, on ne prépare pas non plus de potions.
On ne récite pas de formules magiques, à peine quelques mantras de protection. Non, un mage, c'est une personne qui maîtrise ses 5 sens subtils, tel qu'expliqué dans une de mes vidéos, la magie, et tel que j'y reviens régulièrement dans mes livres et mes conférences, afin de transmettre cette science oubliée. Oui, 5 années d'études des thérapies brèves, de l'hypnose, de la PNL et de la naturopathie, qui m'ont donné la légitimité d'ouvrir un cabinet pour y transmettre librement ma vision des soins. Ma rencontre en 2013 avec Alexandra Petit m'a également permis, par ses qualités humaines, de polisser mon approche pour la rendre plus efficace. Elle est la femme derrière l'homme, même si à mes yeux son travail mérite encore plus d'intérêt que le mien. Plusieurs fois dans ma vie, je m'en suis approché, caressant du doigt la sensation d'être tout. Malheureusement, étant doté d'un fort ego et m'obstinant à apprécier ces expériences du point de vue du personnage, comme si c'était moi et moi seul qui en était arrivé là, par ma détermination, ma volonté et ma foi en soi, je finissais toujours inévitablement par m'en éloigner. Puis 21 jours où j'ai subi une agression, attaqué par un chasseur pour avoir fait fermer des chenils illégaux. Il m'a percuté avec son 4x4, détruisant ma voiture avant de me rouer de coups et de me blesser durablement. Ça a été dur, mais aussi une opportunité immense d'évoluer. D'abord par un processus d'acceptation, en prenant l'entière responsabilité de ces événements. J'ai pu accorder un pardon absolu à mon agresseur, le prenant même en peine dans mon cœur, car je savais que j'avais attiré cette expérience comme un aimant, comme le tic dans ma jeunesse, par mes émotions et ma visualisation. Mais il y avait quand même encore mieux à en tirer. Car il faut savoir qu'après m'avoir molesté, mon agresseur s'est empressé d'aller déposer plainte contre moi pour se protéger. Ce qui m'a conduit un beau jour à être convoqué par la police et à être cuisiné pendant des heures pour me faire avouer que j'étais le véritable agresseur, alors que je ne l'avais pas touché. Une expérience si amère et injuste qu'elle m'a poussé, pour la première fois de ma vie, à réellement rechercher la fin de la souffrance. Car je n'avais plus envie de subir les émotions négatives de ce corps. C'était trop intense. Ma seule issue, au milieu de ce commissariat et de ces policiers déchaînés, était alors de parvenir à percevoir un peu de lumière dans toute cette ombre. Il m'est alors venu cette phrase: « Traite toute chose comme de la lumière, et c'est de la lumière que tu verras en toute chose. » Je me suis alors rappelé qu'il n'y avait, à cet instant, tout autour de moi, qu'une seule énergie consciente, en mouvement. Celle-ci même qui apporte à Samuel ses plus grandes joies, avec sa femme, sa famille, ses chiens. Alors, comment pourrais-je la considérer comme néfaste ? Au bout de quelques minutes de cet exercice, que je donne en détail à la fin de mon premier livre, je ressentais pleinement que je n'étais pas dans ce corps, car ce corps était en moi. Et étant devenu la scène entière, rien ne pouvait plus me nuire. J'étais devenu la tempête et ne pouvais plus être blessé par elle. En rentrant du commissariat, ce soir-là, pour la première fois, ce n'est pas Samuel qui a accroché son manteau au porte-manteau. Non, ma perception n'était plus aliénée à ce corps, assujettie à 5 sens limités. J'étais à présent tout autant le personnage que le sol sous ses pieds, que le manteau, le porte-manteau, et ma compagne qui m'attendait. Ma conscience s'était diluée, devenant la scène entière. Et c'était magnifique. C'est comme si on se réveillait d'un songe, en se disant « Mais comment ai-je été aussi sot, engourdi, pour me prendre pour cet unique personnage, alors que je suis tout ce qui est ?» En état d'éveil, l'endroit où notre regard se pose n'est plus étiqueté par le mental. Il n'y a plus de jugement, juste ce qui est, à contempler librement.
Par exemple, lorsque je regarde cette horloge, je ne me dis pas « c'est une horloge, elle est grise, il est 18 heures ». Non, je ne me dis rien, mais je ressens dans mon cœur « waouh, je t'aime, merci ». De l'admiration, de l'amour et de la gratitude. C'est tout ce qui reste. Et c'est orgasmique. Car on ne perçoit plus de matière séparée de nous. Du moins, on ne la juge plus comme telle. Il n'y a qu'une infinité de formes prises par l'énergie pour jouer une grande pièce de théâtre. De même, notre conscience est alors capable d'aller toucher un mur, un objet ou un être situé à 10 ou 20 mètres de nous. Il ne s'agit pas de projection de conscience comme lors d'un voyage astral, car on reste centré au corps, ce corps qui est le pont entre le monde de l'information, l'informe, le sans forme, et celui de la forme. Si on a la sensation concrète de toucher des objets à distance, c'est simplement parce que notre conscience s'est élargie suffisamment jusqu'à les englober. Tout est également plus lumineux et coloré, comme si on venait de retirer une dizaine de filtres différents de nos yeux, tous issus du mental, et limitant notre perception en la jugeant tour à tour banale, fade, déjà vue, hostile, triste, séparée, inaccessible, non méritée, etc. En fait, on a l'impression de vivre vraiment pour la toute première fois, en réalisant que notre corps est l'univers entier. Je finirai en évoquant la plus belle chose que l'éveil m'a apportée. La fin de la peur. Pas n'importe laquelle. La plus grande de toutes. Celle de la mort. Car qu'est-ce qui pourrait mourir, vu qu'il n'y a que soi, revêtissant 1000 milliards de costumes différents, au nom de l'expérience et de la joie. J'en ai plus d'un, car il y a de nombreux chemins pour se remémorer cette vérité propre à chacun. Si je devais n'en privilégier qu'un, et au risque de ne pas faire très original, je vous inviterais à regarder du côté de l'ego. Comme disait Sartre, je ne suis pas un homme, je ne suis rien. Il n'y a que Dieu, et l'homme est une illusion d'optique. Cela signifie que plus vous acceptez de vous faire petit, de vous dire que ce personnage-là n'a aucun pouvoir, aucun choix, ni aucune liberté, jusqu'à accepter que même le libre arbitre soit une illusion, et plus vous devenez grand et puissant. Ça semble paradoxal, mais c'est parfaitement logique. Si vous vous prenez pour une goutte, peu importe que vous pensiez être la plus grosse, la plus belle ou la plus pure de toutes, vous n'en restez pas moins une goutte. Mais si vous comprenez que cette goutte appartient à l'océan, et ne fera jamais que suivre des courants bien plus grands et puissants, et que rien ne vous séparera jamais des autres gouttes, car ce n'est que de l'eau finalement, alors vous redevenez l'océan. Alors vous redevenez le courant. Ce qu'on atteint, c'est la compréhension qu'il n'y a rien à faire pour expérimenter cet état. Juste s'en rappeler suffisamment longtemps pour défocaliser du personnage. Car l'ego n'est finalement qu'une petite erreur de perception, mais ayant la force de neutraliser la vérité en une seconde. Lorsque la conscience se trouve hypnotisée par le corps, au point de se prendre pour lui, ou plutôt de ne se prendre que pour lui, il lui faut alors une vingtaine de minutes de concentration pour redevenir la scène entière. Cela est accessible à tout le monde, qu'importe l'âge. Regardez simplement autour de vous en acceptant l'idée que ce monde est votre corps et que vous êtes en vous. Maintenez cette idée 20 minutes et vous deviendrez la pièce entière. 30 minutes et vous deviendrez le quartier. Une journée et votre conscience aura englobé la Terre entière. Cela étant dit, il n'y a aucune obligation à expérimenter ça. Être témoin de l'existence d'un unique personnage est une expérience déjà fort intéressante, permettant d'éprouver de nobles émotions. Mon conseil, allez et venez. Allez
et venez entre la perception du corps et celle de la conscience omnisciente. C'est, du moins à mes yeux, la meilleure façon de vivre de façon épanouie. Enfin, pour ceux qui trouveraient fou ou blasphématoire de se prendre pour Dieu, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit, sachez qu'en réalité, le seul blasphème est de croire qu'il existe autre chose que lui. Merci.